Ils savent très bien qu'on est beaucoup moins nombreux que d'habitude. Ce soir, ça sent pas bon. Je me suis retrouvé en caleçon, gilet pare-balles, casque, armement approvisionné, armé, au coin de la fenêtre, en train de regarder. Mais que se passe-t-il? Ça tourne mal, il y en a un des deux qui meurt. Une des factions trouve rien de mieux que de mutiler le corps de celui qui vient de mourir, de le brûler, de l'accrocher derrière une voiture et d'aller dans le quartier d'en face. Le groupe du criminel nous attaque. 2 blessés, ça tire de partout et on nous attaque des arbres, des toits, des rues, et puis c'est leur quartier. Voilà, donc là, ça commence à devenir très chaud. Je suis le colonel Noé Uchida. J'ai commandé le 1er régiment d'infanterie et je vous raconte mon histoire de soldat pour vétérans de France. Je m'appelle Noé Uchida. Je suis officier dans l'armée de terre depuis maintenant 27 ans. Je pense que j'étais pas prédestiné à ça parce que je suis pas du tout d'une famille de militaires. Mon père est japonais, ma mère est normande, je suis né à Paris. Pourquoi l'engagement? En fait, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, comme beaucoup de petits garçons à l'époque, je me voyais plutôt en plein air que dans un bureau. Finalement, j'atterris quand même dans un bureau à un moment ou à un autre. J'aimais le sport, évidemment, les cérémonies militaires, parce que j'allais voir le 11 novembre, le 8 mai. Et puis, je suis d'une génération où, en fait, quand j'avais 10 ans, on a compris que chute du mur et que ça allait être la paix. Et puis, en fait, 3 ans après, on voyait des snipers tirer sur des civils à Sarajevo. Je voyais, comme jeune adolescent, les casques bleus français protéger ces gens-là. Et en fait, voilà, c'était au départ une idée un peu humanitaire, voilà, humaniste aussi, de vouloir protéger son prochain. Et voilà, quand on mélange le sport, être en plein air, les cérémonies militaires et vouloir agir comme ça, assez naturellement, j'ai voulu m'engager et notamment dans l'infanterie. J'ai fait Saint-Cyr, ça m'a beaucoup plu. On utilise des liens de camaraderie à vie, évidemment. On passe 3 ans ensemble, entre les stages commando, stage Guyane, parachutiste, voilà, on apprend beaucoup de choses. Mais finalement, ce qui compte le plus, c'est vraiment l'arrivée en compagnie. Voilà. Donc j'ai commencé en étant lieutenant au 110e régiment d'infanterie en Allemagne. 3 ans avec mes 39 soldats, 3 OPEX, des moments vraiment très riches et qui restent marquants à vie. Quand j'étais à Saint-Cyr, lors d'un stage commando, je me suis pris un coup de pagaie dans la nuit, ici. Et c'était un stage nautique, donc j'ai eu 4 points de suture. Je regardais ma montre parce que plus de 4 heures en dehors du stage commando, on était éliminés. Donc dans le cabinet des urgences, je disais au gars vite, voilà. J'avais du camouflage partout sur la tête, donc il m'a dit mais je dois quand même nettoyer autour. Et puis c'était la semaine nautique, donc si des scientifiques veulent se servir de mon cours pour voir ce que ça fait 4 points de suture avec ensuite 5 jours d'eau salée, eh ben 27 ans après, j'ai alors ça fait marque Big bleu l'été, Big vert l'hiver, mais depuis 30 fois par an, il y a des gens qui me disent ah t'as du Big sur le front là, mais en fait ce n'est que un petit coup de pagaie d'un camarade dans la nuit au stage commando. Quand je suis arrivé au 110e régiment d'infanterie, que je me suis retrouvé le premier jour face à ma section, c'était évidemment intimidant. 2 tiers de ma section étaient plus âgés que moi et ils rentraient tous de Guyane. Beaucoup avaient fait des OPEX, moi non. Ceci dit, on est très bien formé à Saint-Cyr et à l'école de l'infanterie. Donc j'étais un peu dans une situation paradoxale où à la fois d'un point de vue tactique, j'avais vraiment les idées claires, mais finalement on est un peu moins endurant à la fatigue au début de carrière. Il nous manque un peu évidemment de savoir-faire. La mayonnaise a très bien pris avec mon sous-officier adjoint, qui était un vieux sergent-chef expérimenté. On s'est vraiment bien entendu et ça aide énormément. Voilà. Et ce mélange des anciens et des jeunes, il est primordial. J'ai ressenti à l'école de l'infanterie. À l'école de l'infanterie, nous étions dans des sections, donc des groupes de 20 élèves officiers. Et dans les 20, eh ben, on avait 3 Saint-Cyriens de 21 ans, 3 semi-directs, donc d'anciens sergents qui, eux, avaient 26-27, 3 anciens adjudants passés lieutenants qui, eux, avaient déjà 35-36 ans, des officiers sous contrat. Et voilà, et ce mélange, en fait, est sain.
il est finalement peu commun. Il y a beaucoup d'armées où en fait on appartient au monde des sous-officiers ou des officiers de manière assez hermétique. Je pense que c'est une richesse de l'armée française de pouvoir passer officier à tout moment de la carrière et d'avoir ce mélange pendant 1 an en école d'application. Voilà, j'ai beaucoup appris. Je dois beaucoup à un de mes camarades qui était ancien adjudant. On a fait cette année ensemble à Montpellier, à l'école d'infanterie. Nous sommes arrivés dans la même compagnie au 110e régiment d'infanterie. Et évidemment, les premières semaines, quand le capitaine nous disait préparez ci, préparez ça, ben, lui venait me voir en me disant au fait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu imprimes telle chose, il faut que tu parles de tel point avec ton sous-officier adjoint, à la fois en RH, en tactique, en préparation des véhicules, en tout. Voilà. Donc je dois beaucoup à ce camarade. Je pense qu'on est très nombreux comme ça. Et à la fois, on leur apportait aussi une certaine jeunesse, une remise à niveau sur la doctrine, parce que là, après 3 ans à Saint-Cyr, on était calés. Quand j'arrive au 110e régiment d'infanterie, je suis reçu par le colonel qui m'accueille assez froidement et qui me dit voilà mon lieutenant, vous aurez une OPEX dans 1 an et demi, vous partirez au Tchad. Donc voilà, je travaille avec ma section. Nous étions dans la brigade franco-allemande, ce qui est vraiment une richesse parce qu'on bénéficie des infrastructures d'entraînement allemandes qui sont exceptionnelles. Et puis un jour où j'étais à Stetten im Kaltenmarkt, au fin fond de l'Allemagne, le capitaine vient me voir. Il me dit mon lieutenant, est-ce que vous êtes prêt? Je dis prêt à quoi? Départ dans 3 semaines en OPEX avec ta section tout seul. Donc là, voilà, gros coup de stress, on s'est préparé, on est parti. C'est un format plutôt inédit dans l'infanterie. En général, on part avec sa compagnie. Donc la compagnie, c'est 170. Et donc là, je suis parti avec mes 39 soldats en République de Macédoine. C'était très exigeant. Avec la section, donc avec mes soldats, nous nous sommes retrouvés dans une vallée, la vallée de Tetovo, qui est principalement habitée par des Macédoniens d'origine albanaise. Et nous étions logés dans une maison, dans le seul village Makedo, dans la vallée albanaise. Et ces gens-là s'étaient fait une petite guerre, entre guillemets, pendant 1 mois. Quelques mois avant notre arrivée, ils avaient dynamité l'église de ce village Makedo. Notre présence permettait d'assurer qu'il n'y ait pas d'attaque des Albanais sur ces Makedo. Et en même temps, nous patrouillions pour essayer de rétablir le dialogue. J'y ai connu mon baptême du feu, avec une anecdote assez particulière. L'Union européenne, dont je dépendais pour cette opération extérieure, m'avait ponctionné 2 tiers de ma section pour aller appuyer des policiers macédoniens à l'autre bout du pays. Et je vois sur internet qu'on nous menace. Voilà, un groupe, le groupe Tchakala nous menace. Et là je me dis, on nous menace, ils savent très bien qu'on est beaucoup moins nombreux que d'habitude. Ce soir, ça sent pas bon. Et donc je dis à ma sentinelle qui était de garde de nuit et qui se trouvait à un emplacement, je lui dis, écoute, mets-toi à un autre endroit. Voilà, je termine mes comptes rendus de la journée, il est 1h30 du matin, je vais me coucher. Et là, et en fait, je me suis retrouvé, sans réfléchir, en caleçon, gilet pare-balles, casque, armement approvisionné, armé, au coin de la fenêtre, en train de regarder, mais que se passe-t-il? Le temps un peu de retrouver mes esprits, de faire le point, d'avoir les comptes rendus. J'ai dit à mon sous-officier adjoint, bon, en fait, si on ne fait rien, si on nous attaque et qu'on ne fait rien, vu qu'on n'est que 10 dans la maison, on sera submergé. Donc il faut faire croire qu'on n'a pas peur. J'avais retenu ça en fait des récits que j'avais lus de la guerre d'Indochine sur la RC4. C'est très intéressant. Sur la RC4 en Indochine, dans les années 50, il se trouve qu'il y avait beaucoup de postes isolés et en fait les lieutenants qui établissaient les défenses les plus solides, leurs postes tombaient plus vite que les lieutenants qui établissaient des défenses sommaires mais créer l'insécurité chez l'ennemi en patrouillant la nuit, en tendant des embuscades qui de temps en temps ne fonctionnent pas, mais finalement en empêchant l'ennemi de prendre son temps pour organiser un assaut. Et donc, on ne réfléchit pas beaucoup dans ces moments-là. Voilà, on se fait prendre à partie, je suis en caleçon et gilet pare-balles à ma fenêtre, et je me dis, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Visiblement, les tirs viennent de là, et pas d'ailleurs, il n'y a peut-être que 1 ou 2 tireurs. On y va. Et donc je place 4 soldats en défense de la maison, 3 soldats en appui. Je prends mon radio et un soldat et on va reconnaître le point. Donc j'ai juste dit attendez, je mets un pantalon. Donc j'étais en pantalon de treillis, basket dans la nuit et on est parti reconnaître. Et en fait, ils ont vu le mouvement. On a
On avait des appareils de vision nocturne. Et du coup, on a eu immédiatement l'ascendant, ils se sont enfuis. Voilà, donc on a retrouvé le tas de douilles chaudes. Donc c'était mon premier baptême du feu, au bout d'1 an de lieutenant en régiment, de manière assez cocasse. En République de Macédoine, en 2002, le reste de la mission s'est bien déroulé. Petite anecdote, certains dans l'armée française ou même dans la population française ont déjà peut-être vu des soldats de la brigade franco-allemande. Nous avons un béret qui est à l'inverse, orienté à l'inverse du reste de l'armée de terre, dans le bon sens, diront les commandos marines. Mais surtout, nous avons un insigne de béret qui, esthétiquement, est finalement plutôt moche, mais qui en OPEX, je trouve, surclasse tous les autres par la valeur de ce qu'il représente. Cet insigne de béret, il représente le drapeau français et le drapeau allemand fusionnés, et avec le rouge comme couleur commune. Et vous voyez, dans les différentes patrouilles que nous menions en Macédoine, nous tombions évidemment dans des villages albanais où ils nous disaient « mais les méchants Makédos nous ont fait ci ». Nous allions 3 km plus loin dans le village Makédo où ils nous disaient « mais les méchants albanais nous ont fait ça ». Et j'avais dit à mes sergents, mais lorsque vous parlez, voilà, écoutez déjà, c'est important d'écouter, ça permet déjà de déconflicter. Et puis rappeler aux gens en fait, qu'à un moment, la paix c'est aussi une histoire de volonté et montrer-leur l'insigne de béret avec les 2 drapeaux français et allemands, qui sont quand même 2 nations qui sont connues pour s'être fait 3 guerres et pas des moindres, et qui aujourd'hui sont les 2 seuls pays au monde à avoir une unité commune à plein temps. Et avec ce symbole très fort. Voilà. Et donc en fait, la balle est dans leur camp. Veulent-ils la paix pour leurs enfants ou veulent-ils attendre 3 guerres et faire les mêmes erreurs que nous? Voilà. Donc voilà, je trouvais que symboliquement, en fait, c'était une force et je m'en suis servi dans toutes les OPEX où j'ai été. Après mes 3 ans de lieutenant au 110e régiment d'infanterie, j'ai été 2 ans instructeur à Saint-Cyr. Puis je suis revenu dans la même compagnie, donc le même groupe de 170 hommes au 110e régiment d'infanterie. Finalement, en 2 ans, on se rend compte que nos jeunes soldats, en fait, qui servent 4, 5, 6, 7 ans, qu'il y a un turnover assez important. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que si je ne reconnaissais au bout de 2 ans que la moitié des visages, en fait, l'esprit était le même. C'était une compagnie avec une énorme cohésion. Le fait d'être un peu isolé en Allemagne aussi faisait qu'il y avait beaucoup d'activités section tous les soirs. Voilà, c'était très fort. Nous réalisions un haka alors que c'était pas encore trop la mode partout en France. Et voilà, ça nous soudait. Quand on avait un challenge de sport, par exemple, au sein du régiment de 1000 soldats, on voulait être premier, déjà pour être premier, et parce que les capitaines successifs quand j'étais lieutenant, puis moi quand j'étais capitaine, les chefs disaient on ne fera le haka que si nous sommes premiers. Donc nous terminions premiers. Avec cette compagnie, pendant 2 ans, j'ai eu la chance de partir 2 fois à Noël. Noël est une fête qui soude en OPEX. J'aime beaucoup, en fait, ne le dites pas à ma femme, j'aime beaucoup partir en OPEX à Noël. Donc je suis parti une première fois au Kosovo, puis une seconde fois en Centrafrique. Et en Centrafrique, ma compagnie et moi, nous avons été déployés à Birao, lieu improbable, un village de 4000 habitants au bout de la Centrafrique, dans la région appelée les 3 frontières, parce que c'est un village qui se situe à la frontière entre le Soudan, la Centrafrique et le Tchad. C'était dans le cadre d'une mission de l'Union européenne, dans le cadre de la sécurisation du Darfour, de la crise du Darfour. Et cette mission a été incroyable parce que nous avons vécu comme Robinson Crusoe. Il n'y a eu que 4 mandats, 4 compagnies françaises qui se sont succédées en l'espace de 15 mois sur ce lieu-là. La compagnie était la 3e en place. Je dois beaucoup aux légionnaires bâtisseurs qui ont mené le premier mandat parce qu'ils nous ont construit Il n'y avait rien. Nous avions des tentes et ces camarades légionnaires ont construit des chaises, des bancs. Enfin, finalement, pour vivre 4 mois, il faut quand même un minimum, des fours. Et nous avons vécu une vie de section, donc les vies de section de 30 soldats très denses. Nous menions des patrouilles. Nous nous sentions très utiles parce qu'en fait, c'est une région très pauvre dans laquelle la police et l'armée centrafricaine n'avaient plus d'action et qui du coup était en proie à du braconnage, à des rapines.
Et la présence d'une compagnie française apporte la paix, c'est évident. Voilà. En 4 mois, nous avons rouvert 70 ou 80 écoles. Nous avions en plus du budget de l'Union européenne pour fournir du matériel scolaire. Et il n'y a rien de mieux pour le soldat. Voilà. Nous patrouillons, les gens sont contents de nous voir et un mois plus tard, quand on revient dans le village, après 2-3 allers-retours, nous pouvons inaugurer une petite école. Voilà, ça a vraiment du sens, c'est très fort. Et on avait cette juste dose d'adrénaline parce qu'au détour de chaque piste, nous pouvions tomber sur des braconniers. Et c'est un pays où en fait, le braconnage étant puni de mort, ceux qui étaient en face, même s'ils n'étaient pas forcément très puissants, vendaient leur peau très cher. Voilà, donc nous étions aux aguets, mais avec une population qui nous était totalement acquise, très attachante. J'ai été marqué parce qu'à un moment, nous étions en patrouille pour aller à Hamdafok, une ville mi-soudanaise, mi-centrafricaine. Et sur la route, donc il faut s'imaginer des chaos dans les vieux camions pendant des heures et des heures. Et nous nous arrêtons dans on peut appeler ça un village, mais voilà, 5 cases en terre sèche, sur un sol lui-même très sec. Et le petit marchand qui se trouve là veut nous donner voilà, des gâteaux emballés, là, ce qu'il vend, quoi. Alors que ce monsieur n'a rien, quoi. C'était vraiment très marquant. Donc j'ai dit à mes soldats, acceptez, et au retour, on lui donnera plus que ce qu'il nous a donné, mais acceptez pour l'instant comme un don et non pas comme un échange, voilà, pour lui, pour qu'il soit heureux de nous avoir donné, parce qu'on voit bien que c'est ce qu'il veut faire. Et donc c'était marquant. Et j'ai eu dans cette ville d'Hamdafok que nous allions reconnaître un engagement un peu particulier, parce qu'en fait on nous a demandé, l'Union européenne nous a demandé de laisser les Centrafricains en tête. Donc nous avions des photos satellites. Je briefe le capitaine centrafricain, de capitaine à capitaine. Voilà la manœuvre que je te propose. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit oui, ils partent en reconnaissance. Et en fait, il tombe dans une embuscade, il a un mort, il revient. Et le lendemain, l'Union européenne me dit en avant, c'est vous qui vous emparez du village. Voilà. Donc je mène cette manœuvre, mais en fait, nous avons pu bénéficier d'un appui aérien et le passage basse altitude des avions a fait fuir l'ennemi, qui du coup s'étant enfui au Soudan, nous ne pouvions pas le rattraper. Mais à nouveau, très bon accueil de la population. Nous sommes restés 2 semaines dans ce village, le temps de laisser la police centrafricaine reprendre, voilà, réinvestir son commissariat, sa caserne et ramener la paix. Voilà. Une très belle mission humainement, vraiment des gens très attachants. Cette Centrafrique et la prise d'Hamdafok, pour moi, je l'évoque avec émotion parce que, évidemment, quand on aborde un village dont on sait que la veille, il y a eu des combats, eh bien, on est prudent, et puis quand on est chef, on a quand même peur pour ses soldats. Voilà, il faut le dire. Le rêve, c'est quand même de remplir la mission, de la réussir, mais sans avoir eu de perte, évidemment. Finalement, assez vite, on voit que la population sort et nous accueille, ce qui est quand même un signe que la menace s'est éloignée. Donc finalement, cette peur, je ne l'ai pas ressentie très longtemps. Là où je pense avec émotion à la prise d'Hamdafok, c'est que le lieutenant qui était en tête pour la reconnaissance, qui était un lieutenant plein d'avenir, et celui que j'appelais mon poulain, est mort très jeune d'un cancer. Voilà. Et donc j'essaye de continuer d'aller voir sa jeune veuve et son jeune fils tous les ans, même 20 ans après. Et parce que voilà, et donc la prise d'Hamdafok pour moi c'est vraiment lié à ce lieutenant et à cette fraternité d'armes en fait. Voilà, c'est-à-dire que il avait beau être mon subordonné, nous étions frères vraiment. Là, à Birao, en Centrafrique, j'ai été surpris par la nature. Lorsque je suis arrivé avec ma compagnie en relève d'une compagnie de chasseurs alpins, c'était la fin de la saison sèche, la saison des pluies, pardon. Le fleuve qui jouxtait la ville faisait 600 mètres de large. Donc nous n'avons pas eu une goutte de pluie venant du ciel, mais on voyait bien que le fleuve faisait 600 mètres de large. J'ai envoyé la section d'un de mes adjudants traverser, donc nous avons fabriqué un radeau de fortune. Ils ont traversé, et c'est comme ça qu'au GPS, ils ont pu voir que ça faisait 600 mètres. Ils ont mené quelques reconnaissances à pied, ils sont revenus, 600 mètres. Et là, les habitants me disent « Chef, dans 3 semaines, tu passes avec tes camions à tel endroit. » Donc je souris, et en fait, 3 semaines après,
la rivière ne faisait plus qu'une quinzaine de mètres de large, il y avait des passages à gué, le sol était immédiatement sec et craquelé, et nous avons pu mener pendant 4 mois ensuite des reconnaissances et des patrouilles de l'autre côté de cette rivière. Et à l'occasion d'une reconnaissance vers la ville d'Amdaphoque, nous sommes arrivés dans un village très sec. Les maisons sont en terre sèche, le sol est craquelé et fait des blocs, vous savez, avec des failles entre chaque. Je discute avec le chef du village qui après me demande si je veux de la pastèque et des tomates. Donc là, de la pastèque et des tomates, enfin, comment est-ce possible? Et il m'emmène à l'arrière de sa maison et dans le jardin, il y avait des pastèques énormes et des tomates. Et en fait, le sous-sol reste gorgé d'eau. Et c'est incroyable, c'est improbable, parce que quand vous mettez à hauteur d'homme, vous ne voyez que de la terre ocre, mais en fait, le sous-sol étant rempli d'eau, il y a des pastèques qui sortent, il y a des tomates qui sortent, c'était improbable. À cette occasion, nous avons aussi, avec mes soldats, appris... c'est toujours bon d'avoir une dose d'humilité quand on est en OPEX, parce qu'à un moment, sinon il y a la routine qui s'installe, on se sent un peu fort. Et à un moment, j'ai fait mener une patrouille à pied, voilà, donc une vingtaine de kilomètres, sous un soleil de plomb, vraiment de plomb, et avec ce sol craquelé. En fait, nous faisions attention à nos chevilles, parce que nous étions très chargés, il fallait être en autonomie, en eau, en munitions. Nous patrouillons, et d'un seul coup, au loin, nous entendons des voix, des chants. Et en fait, sur le Layon, nous croisons une dizaine de femmes qui, elles, font le trajet inverse, mais la même distance que nous. Et elles vont vendre leurs poissons au marché avec des plateaux sur la tête énormes, avec des montagnes de poissons. Donc en fait, elles avaient autant de poids que nous, mais elles rigolaient et elles chantaient. Et elles ne pouvaient même pas regarder là où elles marchaient, parce qu'elles avaient les plateaux sur la tête, donc elles marchaient droit, alors que nous étions en train de faire attention à nos chevilles. Et voilà, pour tous ceux qui étaient en train de se dire « Ah, il y en a marre, pourquoi on marche? Ah, c'est trop lourd, ça me fait mal aux épaules », là, d'un seul coup, voilà, l'ego en prend un coup, c'est bon pour tout le monde. Voilà. C'est toujours bon de se remettre en question, et là, ça fait réfléchir à vie. Étant dans l'infanterie de ligne, ayant servi dans des régiments d'infanterie de ligne, je suis plutôt attaché au règlement. On est connu pour être un peu rigide, quelquefois on joue un peu ce jeu-là. Pourtant, à l'armée, j'ai appris à dépasser le droit, notamment 2 fois, de manière totalement assumée. La première fois, c'est lorsque j'étais en Macédoine pour ma première OPEX. En fait, d'emblée, mon sous-officier adjoint m'a dit « Mon lieutenant, si on veut s'en sortir, il faut faire des fausses factures. » Voilà, le gros mot. Le gros mot, évidemment. Et en fait, voilà, c'était la première opération extérieure de l'Union européenne. Les choses n'étaient pas du tout rodées. J'avais des sommes d'argent pour pouvoir nourrir ma section au restaurant du village lorsque nous étions au repos, mais pas un copec pour pouvoir payer le café au chef du village 50 km plus loin, alors que c'était important de boire le café avec lui et de discuter avec lui. Donc, assez naturellement, j'ai récupéré des menus de 5 restaurants, leur bloc de prise de menus écrits en alphabet cyrillique. Et donc, tous les jours, je faisais des menus pour arriver au maximum de la somme autorisée par l'Union européenne. On mangeait pour un peu moins cher que ça, et ça permettait à mes sergents de payer le café, qui au pop, qui à l'imam, qui au chef du village, à l'autre bout du pays, pour pouvoir déjà tisser des liens, donner une bonne image de la force, et puis aussi obtenir du renseignement. Donc, première transgression, voilà, peut-être que j'irai en prison après vous avoir dit ça, mais j'espère pas. Et la seconde est plus légère, c'est dans nos règlements, on nous interdit on nous déconseille fortement de consommer de la viande sur pattes. Nous avons des rations de combat. Et en tant que chef, il faut mesurer les risques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste prendre à la légère ce conseil sanitaire. Moi, j'ai toujours en tête que l'armée d'Orient, en 1919, a 2 fois plus de morts de maladies que de morts au combat. Que finalement, dans l'histoire du monde, dans l'histoire militaire du monde, il y a plus de morts de maladies peu glorieuse, le pantalon baissé, qu'au combat. Il ne faut pas l'oublier. Donc mon but n'est pas de dire aux jeunes générations faites n'importe quoi, il faut le mesurer. J'ai de nombreuses fois interdit à mes soldats de manger de la viande achetée au marché, etc. Mais à un moment, j'avais senti qu'il y avait un point de bascule, que pour le moral, ça valait le coup de quand même transgresser, mais de manière intelligente,
C'est-à-dire j'ai interdit d'acheter au marché de la viande sur étal, j'ai fait acheter de la viande sur pied, donc des chèvres vivantes. La richesse de notre armée française, c'est aussi qu'on a des gens de toutes origines. Moi je suis parisien, je suis incapable de vous dire, en la regardant dans les yeux, si la chèvre est malade ou pas. Mais j'avais des Mahorais, des Tahitiens qui me disaient avec beaucoup d'assurance, pas celle-là, oui celle-là. Voilà, donc nous avons acheté plusieurs chèvres au marché, nous avons construit un enclos, nous avons vécu avec nos chèvres pendant plusieurs semaines. Voilà, je me suis dit que c'était une bonne manière de voir comment elles évoluaient. Et puis à la fin, nous avons mangé les chèvres. Et donc ça a amélioré l'ordinaire, ça changeait un peu, ça permettait aussi de valoriser. Parce que tel soldat dont on se dit, mais en fait il est bon à rien, ben non, en fait lui il sait tuer, dépecer la chèvre, et toi qu'est-ce que tu sais faire? Ben non, toi tu préfères éviter de regarder ça, voilà, chacun ses qualités. Donc voilà, ce sont des côtés sympas de la vie en campagne et de la vie en OPEX. À la réussite de l'école de guerre, j'ai demandé à effectuer ma scolarité en Allemagne. Je parle peu allemand. Du coup, la DRH de l'armée de terre m'a dit « Mais non, mais il faut bien parler allemand pour aller en Allemagne. » Et en fait, je m'étais renseigné et j'ai répondu « Oui, mais il paraît que tout ce qui est noté est en anglais. » Donc, vu que j'ai les degrés, vu que j'ai les niveaux de langue anglaise qu'il faut, de toute façon, voilà, je postule. Vous me dites non, vous me dites non. Finalement, il m'y envoyait. Donc, je n'ai rien compris au début. Je me suis inscrit à des séminaires où je pensais qu'on avait parlé de la haute technologie. En fait, c'était sur le développement durable. Enfin bon, voilà, j'ai un peu souffert jusqu'à Noël. Et surtout, d'un point de vue culturel, j'étais pas forcément prêt au choc. J'avais beaucoup travaillé avec les Allemands à l'entraînement au sein de la brigade franco-allemande. J'ai toujours apprécié leur pédagogie exceptionnelle, leurs infrastructures, la manière dont ils s'entraînent est vraiment remarquable. On a beaucoup à apprendre d'eux, mais nous sommes vraiment très différents. Et en fait, cette scolarité qui dure 2 ans, 24 mois, au bout de 3 semaines, j'ai mon camarade Schröder, je donne des noms, mais c'est un Allemand. Mon camarade Schröder vient me voir, donc c'était un gars très gentil, mais très sérieux, aucun humour. Voilà. Il me dit quelque chose, je ne comprends pas, je lui demande de répéter langsam, et je comprends qu'en fait il me demande si au bal de fin de scolarité, si je viendrais seul ou accompagné. Donc je lui dis mais ça c'est dans 2 ans. Il dit oui, est-ce que tu viens seul ou avec ta femme? Je lui dis écoute Christiane, il n'y a pas de traiteurs qui ont besoin de savoir 2 ans à l'avance. Je veux dire, on a réservé la salle, voilà. Non, mais on a besoin de savoir. Je dis, écoute, non. Mais tu sais si ta femme va venir ou pas? Je sais si elle va venir ou pas, mais je te dirai pas. Mais comment ça? Mais il faut que tu me dises alors, parce qu'il faut qu'on s'organise. Non, je ne te dirai pas. C'est une question de principe. Je ne vais pas obliger ma femme 2 ans avant, m'engager pour elle. Enfin, aucun traiteur au monde n'a besoin de savoir 2 ans avant. Et voilà, voilà, au début, j'étais un peu en confrontation. Après, j'ai appris comment ils fonctionnaient, les camarades allemands. Leur bonne organisation a aussi du bon. Mais voilà, au début, c'était le choc de culture. Voilà, dans tous les domaines. Il faut s'imaginer ça dans tous les domaines, tous les jours. J'arrive à l'été 2014 au 1er régiment d'infanterie, comme chef de BOI. Chef de BOI, Bureau Opération Instruction, c'est vraiment le chef d'état-major. C'est celui qui fait fonctionner le régiment. Le premier challenge, je pense que c'était pour me tester, c'est que, comme tout le monde, j'arrive le dimanche soir dans la garnison et le secrétariat du colonel vient me récupérer à la gare et me dit « Au fait, demain, pour les couleurs du régiment, le chef de corps et le commandant en seconde ne sont pas là, donc c'est vous qui commandez les couleurs. » Donc d'emblée, je suis devant 1200 soldats qui veulent voir à quoi ressemble le nouveau venu. Donc là, voilà, ça met un peu la pression. Le ton était donné. Et surtout, en fait, j'ai eu 1 mois d'entraînement avec le 1er régiment d'infanterie, puis nous avons été projetés en opération extérieure, à l'opération Sangaris en République centrafricaine. Une opération très particulière. D'abord, le colonel et moi, donc j'étais commandant, le colonel et moi, nous effectuons une reconnaissance sur le théâtre d'opération. Donc nous allons en Centrafrique tous les deux, au sein des gens que nous allons relever 1 mois plus tard, et ça permet de voir, de comprendre, et en revenant en France, de mieux terminer l'entraînement les dernières semaines. Voilà, c'était vraiment très riche. Et on voit que la situation est très calme en ville. Voilà, la paix est revenue. Nous continuons de nous entraîner quand même très dur. Je reviendrai dessus sur cet entraînement.
Nous sommes déployés en Centrafrique. Nous arrivons dans la capitale, à Bangui. Et à nouveau, une semaine d'échange avec mon prédécesseur. Nous allons reconnaître les points dans la ville, faire connaissance avec les maires d'arrondissement, les chefs de quartier, etc. Et voilà, peu avant de monter dans l'avion, mon prédécesseur me dit « Bon, il va falloir que tu occupes tes gars, parce que là, c'est calme. » Et il monte dans l'avion, il part. Et le soir même, en fait, il y avait 2 factions rivales qui s'étaient faites la guerre 6 mois avant. Et là, un ancien Séléka, donc c'était une des 2 factions, veut soutirer de l'argent à un ancien anti-Balaka, l'autre faction, sauf qu'en fait ça tourne mal, il y en a un des 2 qui meurt. Et là, une des factions trouve rien de mieux que de mutiler le corps de celui qui vient de mourir, de le brûler, de l'accrocher derrière une voiture et d'aller dans le quartier d'en face. Et en fait, nous étions sur le théâtre depuis une semaine et nous étions en charge de l'opération depuis 24 heures, quand soudain la ville est à feu et à sang. Donc là, vous vous retrouvez avec une partie des compagnies qui n'est pas encore arrivée, une partie des soldats qui ne sont pas encore arrivés, et une ville d'1 million d'habitants à feu et à sang. Ça tire de partout. Donc là, voilà, le choc est rude. On y ajoute les conditions climatiques, puisqu'il faut toujours, le corps a besoin d'un temps d'acclimatement. Nous n'avons pas encore ce temps d'acclimatement au bout d'une semaine, et donc il fait 45 degrés. Et donc la première mission, c'est de s'interposer entre 2 factions. Heureusement, nous n'étions pas la cible principale, mais voilà, j'ai quand même une de mes compagnies qui passe 3 jours et 3 nuits dans le quartier de Fatima, au sud de Bangui, de la ville de Bangui, avec dans la journée des factions qui brûlent des pneus, et donc voilà, 45 degrés, les odeurs de pneus, tout le monde est malade et tout le monde est usé, fatigué, et la nuit, ces factions essayent de s'infiltrer, armes à la main, et ça tire de partout. Donc voilà, donc là j'ai déjà 170 soldats qui n'ont pas dormi, ou par tranche de 20 minutes pendant 3 jours et 3 nuits. Les compagnies n'étaient pas encore arrivées, j'ai un poste au nord de la ville qui se fait tirer des grenades dessus pendant la nuit. Donc voilà, situation bien tendue dès le J+2, jour +2. Il y a des manifestations sur l'aéroport, je n'ai plus du tout de force sur le terrain, donc je prends de bric et de broc une section de légionnaires, une section du 1er régiment d'infanterie. Il y a une trentaine de gendarmes français qui étaient à l'ambassade qui viennent avec un colonel de gendarmerie. Et avec ces forces-là, en fait, on dégage l'aéroport qu'on doit nettoyer pendant 24 heures pour que des avions puissent se poser, pour que le reste des unités puissent venir. Dans le même temps, en fait, je suis obligé de réorganiser les troupes, puisque je n'ai que 2 compagnies de combat au lieu de 3, des compagnies de 170. En fait, je prends des capitaines adjoints, je leur donne des unités et ils forment des petites compagnies de bric et de broc, ce qui me fait dire qu'il faut toujours se préparer au pire, parce que ces gens-là arrivaient en se disant voilà, je suis l'adjoint du capitaine, je travaille dans l'ombre, je fais la préparation des véhicules, des équipements, la vie de la compagnie. Et en fait, non. En fait, au 2e jour de la mission, ils étaient avec 2 sections, une de légionnaires et une du génie, et ils étaient dans les rues de Bangui en train de combattre. Voilà, donc c'est un bon échauffement. Des moments très forts où finalement le général qui commandait la force a vraiment une lucidité que je trouve remarquable. Il voit bien qu'avec le mandat qu'il a d'appuyer l'ONU pour restaurer la paix, avec une ville d'1 million d'habitants qui se terre dans les maisons et des groupes armés qui se font la guerre, et avec très peu de force sur le terrain, il voit bien que pour s'en sortir, il faut employer des moyens différents. Et en fait, il va avoir la clairvoyance d'indiquer à tous les chefs de quartier, tous les responsables religieux de tous bords, tous les chefs politiques de tous bords, que la prochaine nuit, quelqu'un qui aura les armes à la main sera considéré comme perpétrant un acte hostile. Souvent, quand on a une arme à la main, on est juste en intention hostile, mais pas encore en acte hostile parce qu'on n'a pas encore levé l'arme. Et ce n'est pas qu'un détail, ça veut dire aussi qu'on peut neutraliser cette personne. Et donc il prend cette décision très courageuse qu'il va assumer de, voilà, la nuit prochaine, en fait, quelqu'un qu'on verra, nous, avec nos optiques de nuit, de loin, avant même qu'il nous ait vus, si on voit des gens qui ont des armes à la main, ils sont déclarés comme actes hostiles et nous les neutraliserons. Ce que nous avons fait et qui a permis de
de faire changer la peur de camp. Voilà. Et en fait, du coup, les groupes armés, la deuxième nuit, ont compris qu'en fait, ils n'auraient pas le dessus. Et ça les a obligés à revenir au dialogue. Voilà. Et du coup, en 3 journées très dures, plutôt de manifestations et 2 nuits de tirs et de combats, on arrive à ramener la paix, en tout cas une paix précaire, mais une paix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de groupes armés qui se tirent les uns sur les autres dans une ville d'1 million d'habitants. Voilà, ce qui nous permet ensuite de mener le travail qui est d'obliger l'ONU à réinvestir les rues, les quartiers, d'obliger les responsables locaux à se parler les uns avec les autres. Ce qui nous a rendu la mission facile, je vais le dire, facile moralement, c'est que nous n'avions aucun doute quant au bienfait de la mission, parce qu'en fait, on voyait que la population nous était vraiment favorable et que nous faisions face en fait à des groupes qui sont des groupes criminels. Voilà, c'est des groupes criminels de 40 bons hommes autour de Andy Lo, 40 bons hommes autour de 2 cerveaux, 40 bons hommes autour de 12 puissances. Voilà, c'est des chefs qui sont des criminels de guerre. Quand on est face à des criminels de guerre recherchés par l'ONU parce qu'ils ont commis des atrocités, c'est quand même des gens, Andy Lo, c'est quelqu'un qui enterrait des gens vivants et qui faisait régner la terreur avec des trafics. En fait, du coup, le sens de la mission, il est limpide, on ne se pose pas de questions quand on est engagé au combat. Voilà, on a le soutien de la population, on obtient du renseignement du coup de manière très simple parce que la population en a assez. Voilà, donc ça c'était vraiment le côté simple de la mission dans nos têtes. Après, tout était complexe parce que c'était du combat urbain face à des gens, des ennemis qui n'avaient pas peur de la mort. Voilà. Parce que je pense qu'il y avait une conjonction de alcool, drogue et des croyances très fortes qui faisait que voilà, l'ennemi face à nous nous attaquait et ne reculait pas. En fait, ce qui est vraiment surprenant là, dans cette Centrafrique, en fait, j'aime beaucoup ce pays, c'était ma 2e OPEX dans ce pays. J'ai remarqué que les habitants avaient des croyances qui nous sont vraiment étrangères, qui sont très surprenantes. On a ce chef rebelle qui s'appelle par exemple 12 puissances, qui était traqué par la police de l'ONU. Nous n'arrivions pas à lui mettre la main dessus. Et Bangui, qui est une ville très enclavée, avec seulement 3 points d'entrée, en fait, on ne quitte pas Bangui. Si on quitte Bangui, on ne peut plus re-rentrer et on a perdu la main sur son groupe. C'est ce qu'a fait 12 puissances. 12 puissances a abandonné la tête de son groupe parce qu'il estimait qu'il ne lui restait plus que 11 puissances et qu'il fallait qu'il aille à l'autre bout du pays voir le chaman pour se faire recharger ces 12 puissances. Et du coup, on n'a pas eu besoin de combattre. Voilà, son groupe s'est débandé et il n'a pas réussi à revenir à Bangui, donc c'est toujours un peu particulier. On a aussi face à nous des combattants qui croient énormément dans leur gris-gris. Voilà, donc des morceaux d'étoffe avec à l'intérieur souvent des morceaux d'animaux qui leur donnent des puissances auxquelles ils croient vraiment. Donc du coup, ces gens-là s'exposent au feu, ce qui, pour nous, militaires français ou police de l'ONU, nous rend le combat un peu plus facile, mais en même temps, ils ne reculent pas. Voilà, ils ne reculent pas. Donc, nos camarades du 4e chasseur, par exemple, s'étaient fait attaquer dans le nord du pays. Le chef de corps disait bien qu'en fait, si à un moment il y avait un trou dans le dispositif, ils seraient tous morts. Voilà, parce que cet ennemi ne recule pas. Donc, c'est très particulier. Du coup, on est 2 fois plus vigilants. Et il n'y avait pas de mission anodine. Lorsque nous préparions à partir en Centrafrique pour l'opération Sangaris en 2014, dans les camps d'entraînement en France, au centre d'entraînement en zone urbaine, les unités du 1er régiment d'infanterie avaient mené à la fois des entraînements de combat de haute intensité, donc comment rentrer dans des pièces, investir une ville, et aussi du contrôle de foule. Contrôle de foule, ça ressemble un peu à ce que font des gendarmes mobiles ou des CRS. On est face à une foule hostile qui ne nous tire pas dessus, et donc on utilise des gaz lacrymogènes, des bombes d'assaut. En général, on travaille l'un ou l'autre. Et là, dans les scénarios d'entraînement, on nous fait travailler les deux ensemble. Nous avions un peu, je dois le dire aujourd'hui, certains presque mépris vis-à-vis des instructeurs en se disant mais voilà, une foule ne reste pas quand ça tire de partout en fait. Il n'y a pas les deux en même temps. C'est bien pour ça qu'on s'entraîne l'un ou l'autre. Fin de l'entraînement en France,
départ en mission, et en fait, le 31 octobre 2014, nous nous sommes retrouvés face aux deux en même temps. Et là, c'est très surprenant, très très surprenant. Voilà, on s'est retrouvés dans les rues de Bangui, dans une mission qui avait tout pour paraître anodine. Donc j'étais le chef des opérations du bataillon 700 soldats, dans la ville de Bangui. Je reçois un mail de 2 lignes me disant demain, voilà, la police de l'ONU a identifié la maison du criminel Andilo, groupe armé de 40 soldats. Demain, la police de l'ONU va aller perquisitionner dans cette maison. L'heure légale, c'est 5h30. Vous devez les appuyer. Voilà, 4 lignes. Il est 19h, et là, je me dis, on va quand même mener une vraie réflexion d'état-major. Donc, mesure impopulaire, je rappelle tout le monde, vous rentrez, vous posez, tant pis pour ceux qui étaient à table, et on est parti pour travailler, on se fait un cycle de réflexion tactique, voilà, c'est-à-dire on analyse le terrain, l'ennemi, les forces en présence, etc. Et donc tout le monde comprend que ça va durer des heures et que le commandant, il nous... Voilà. Et puis en fait, très vite, on arrive à la conclusion que non, en fait, que ça ne va pas être anodin du tout. Voilà. Et donc je prévois sur cette opération 2 compagnies de 170, une compagnie à pied qui s'infiltrera pendant la nuit pour aborder les maisons, et une compagnie de parachutistes en réserve du 1er RCP. Et le but, c'est d'appuyer la police de l'ONU. Donc à 4h du matin, donc on termine de travailler vers 2h du matin. Courte nuit, à 4h du matin, nous partons, nous rejoignons la police de l'ONU sur son camp. J'explique à la police de l'ONU la manœuvre, et à 5h, c'est parti. Et donc les soldats du 1er régiment d'infanterie s'infiltrent à pied. La police de l'ONU arrive à 5h30, voilà, dans la maison, fouille la maison, ne trouve rien. Un de mes soldats du 1er régiment d'infanterie, qui était dans le dispositif de protection autour, en vadrouillant et en se penchant, voit sous un portail qu'en fait là, il y a des belles voitures, des beaux 4x4, et que ça colle pas du tout avec le quartier. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, le renseignement était presque bon, c'était la maison d'à côté. Donc, à 6h30, 1 heure après, la police de l'ONU perquisitionne cette maison. Il se trouve sans aucun doute que c'est la maison du criminel qu'on recherchait, mais qui n'est pas là. Et là, la fouille prend du temps, et le chrono tourne, et là, je me dis, c'est pas bon. J'ai pas beaucoup le temps de me dire, c'est pas bon. Le groupe du criminel Andilo, c'est son nom, groupe de 40 soldats à peu près, nous attaque. Voilà. Et là, je me retrouve dans la configuration très rapidement d'avoir 2 blessés, d'avoir la famille d'Andilo, donc des femmes et des enfants qui eux, n'ont rien demandé, voilà, qui se trouvent dans les mains de policiers de l'ONU qui ne savent plus où aller parce que ça tire de partout, et on nous attaque des arbres, des toits, des rues, et puis c'est leur quartier. Voilà. Donc là, ça commence à devenir très chaud. Le colonel, en fait, lui, était à pied avec les unités, voilà, et donc il se retrouve, lui, pris sous le feu ennemi, et donc je me retrouve tout seul à devoir gérer ça. Et en fait, je comprends à ce moment-là que le groupe de 40, en plus de nous attaquer, a manipulé de la foule en leur racontant des mensonges, des exactions imaginaires. Et donc on se retrouve avec ce cas de figure d'un de mes lieutenants qui rencontre à la radio qu'il est au coin de rue et qu'à gauche ça tire de partout, et à droite il y a la foule qui avance, et qu'il n'a de fumigène que pour la retenir pendant 20 minutes. Et donc là, voilà, gros moment de réflexion et de solitude. Nous avions la chance d'avoir des chiens de combat avec nous, et c'est ça qui nous a sauvés, parce que les chiens de combat ont permis de retenir la foule à distance, tout en continuant les opérations de combat, l'évacuation de nos blessés. Et puis en fait, on s'est retrouvés dans cette rue de Bangui. Voilà, cette journée du 31 octobre restera marquée dans les esprits de tous ceux qui y ont participé, parce qu'on a mené 4 heures de combat. Et donc dans cette rue, qui est entre 2 grandes artères, et en fait je me rends compte que la foule nous bouche une des sorties, et qui du coup il est primordial d'aller occuper la 2e sortie de la rue. Donc je donne l'ordre à la compagnie de parachutistes qui était en réserve d'aller s'emparer de ce carrefour, qui va nous donner une porte de sortie pour évacuer la police, pour évacuer la population, pour évacuer mes soldats et nos blessés.
Et je me dis, voilà, le temps que la compagnie parachutiste qui est derrière moi arrive sur ce point, je vais m'avancer avec mon véhicule. Tant que je vois de la foule tranquille en train de vaquer à ses occupations, c'est qu'il n'y a a priori pas d'ennemis et je continue d'avancer. Et puis quand je sens que ça ne va pas, voilà, peut-être que je vais pouvoir voir le carrefour, voire même y être. Et il se trouve que j'arrive sur le carrefour, que la vie est calme, alors que ça tire à 100 mètres de là. Et donc je m'installe sur le carrefour avec mon petit poste de commandement. Et puis en fait, l'ennemi avait dû avoir la même idée que nous, mais 2 minutes trop tard, parce que je suis à peine arrivé depuis 2 minutes, qu'il y a 4 assaillants qui en fait attaquent mon poste de commandement. Donc c'est normalement pas le job d'un commandant en train de commander des opérations d'aller repousser l'ennemi à la main, mais du coup j'ai pas eu le choix. Donc j'ai neutralisé le premier adversaire qui me tirait dessus. Mon pilote a neutralisé le second. Voilà, j'ai une petite anecdote, c'est qu'en fait j'étais à la radio, j'étais dans le seul véhicule non blindé de toute la force. J'étais à la radio avec mon arme, mon FAMAS, mon arme approvisionnée, armée, et en train de gérer l'évacuation des blessés. Et là je lève la tête et je vois un gars sortir d'un buisson avec sa Kalachnikov, m'épauler, et puis j'entends le clac-clac. Et là j'ai un petit trou noir d'1 seconde, et je me retrouve en fait à 3 mètres de la voiture en train de lui tirer dessus, à le neutraliser. Il est neutralisé, mais j'ai toujours le combiné à la main avec le fil qui pendouille, parce que du coup, voilà, en réflexe, j'ai sauté, sauf que là, en fait, la responsabilité de l'évacuation du blessé reprend le pas. Donc là, je cours vers la voiture, je débranche ma liaison avec les hélicoptères. Tant pis pour les hélicoptères, ils viennent secondaires. Là, je me rebranche, ok, on continue l'évacuation du blessé. La compagnie para arrive à ce moment-là, sécurise la zone. Voilà, au bilan dans cette journée, nous n'aurons eu que 2 blessés et nous aurons pu neutraliser le groupe de ce criminel Andilo. Lui-même s'enfuit et la police de l'ONU, c'est la fin de la belle histoire, la police de l'ONU arrivera à l'appréhender 1 mois plus tard, parce que finalement, n'ayant plus de groupe armé, il devient beaucoup plus vulnérable. Et donc cet homme-là finira ses jours en prison, voilà, pour les crimes qu'il a commis. Il se trouve que là, c'est moi qui avais conçu l'opération et qui la menais. Et mon chef de corps, mon colonel, mon chef, lui, était en fait en élément inséré avec la patrouille à pied. Et finalement, il était, bien sûr, c'est lui qui a le commandement plein et entier, mais il n'était pas en position de diriger ces opérations. Et il n'a jamais cherché à le faire. Et ça m'a vraiment marqué, je l'ai remercié après coup, 6 mois après. Parce qu'en fait, il était là, ça tirait de partout. Il était avec son portable et avec sa connaissance tactique que n'a pas forcément le soldat qui est à côté de lui. Donc il arrivait à me donner, lui, des renseignements intéressants. Il n'a jamais cherché à prendre la main. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était très fort de sa part. Parce que la tentation est grande. Voilà, c'est mon régiment, il est au combat, je reprends la main. Parce qu'en fait, il n'avait pas les moyens, il avait que son téléphone portable. Voilà, il avait eu raison de se greffer à cette opération. Il n'y a que quand on va de temps en temps en patrouille avec ses soldats qu'on arrive à rester un chef et déjà crédible et qui donne des ordres applicables. Et là, c'était le cas. Voilà. Lui, comme moi, nous nous greffions à des opérations une fois de temps en temps, à pied, pour vraiment nous dire, bah oui, en fait, l'ordre que je donnerai demain, après-demain, il est applicable. Donc c'était sain, c'était dans ce cadre-là, ça aurait pu être une opération de routine, il s'est trouvé que non. Il n'a pas cherché à prendre la main, j'ai trouvé que c'était vraiment très fort, très courageux de sa part. Voilà. Avec le 1er régiment d'infanterie, nous étions déployés en République centrafricaine en 2014, dans le cadre de l'opération Sangaris. Et à une période où en fait, la ville était plutôt calme, nous apprenons un dimanche qu'un groupe armé de 7 personnes, de 7 combattants, ennemis évidemment là, s'est installé dans un lycée, le lycée Boganda, et tire sur la foule. Voilà. Comme si c'était un passe-temps, mais du coup a déjà blessé la population. Donc ce lycée est vide parce que c'est dimanche, et le 1er régiment d'infanterie reçoit l'ordre de s'emparer de vive force de ce lycée. Et là, quand on est en charge des opérations, on conçoit la manœuvre, donc là il y a très peu de temps, je place une unité en appui, c'était des légionnaires du 1er régiment étranger de cavalerie, avec leurs blindés. Eux ils sont en appui et en couverture, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir appliquer leur feu sur les pièces d'où tire l'ennemi, pendant que mes fantassins vont progresser, mais ils doivent aussi pouvoir appliquer leur feu, tirer partout autour du lycée, pour justement le cas où l'ennemi serait renforcé, ou l'ennemi s'enfuirait. Et
voilà la section du 1er régiment d'infanterie qui monte à l'assaut. Et dans l'architecture de ces lycées africains, en fait, les couloirs sont à l'extérieur, les couloirs sont en plein air. Et donc, en fait, on voit des bras sortir avec des kalachnikovs qui tirent, et on voit nos soldats rentrer dans la première pièce, puis dans la deuxième. Et là, vraiment, je parlais tout à l'heure de la peur du chef, là, on a quand même vraiment peur. Voilà, on est certain du bien fondé de la mission, mais on se dit, est-ce que j'ai pris toutes les mesures qu'il fallait? Parce que là, eux, ils exposent leur vie, et si ça se trouve, dans 1 minute, j'ai un mort. Voilà. Et donc là, le temps, je ne saurais même pas vous dire s'il paraît long ou court. En fait, il ne s'écoule pas de la même façon. Voilà. Et de temps en temps, c'est un peu du slow motion, et de temps en temps, c'est un peu des phases de trous noirs, et un peu tout mélangé. Et finalement, il s'est trouvé que, voyant notre détermination, je pense que cet ennemi qui finalement n'avait pas beaucoup de buts, parce qu'il n'avait rien à gagner à rester dans ce lycée, nous voyant arriver en force, à chercher à s'enfuir, et les 7 se sont fait détruire par une unité que j'avais placée en couverture. Mais quand même, pendant 10 minutes, on a vu rentrer 3 soldats dans une pièce, 3 soldats dans une pièce, 3 soldats dans une pièce, dans des pièces où 5 minutes avant, il y avait un bras qui sortait avec une kalachnikov et des tirs. Là, vraiment, on n'est pas serein. On a vraiment peur pour nos soldats. Finalement, ça s'est bien terminé. Mais j'imagine vraiment, parce qu'on a tous été à l'entraînement et que moi-même, quand j'étais plus jeune lieutenant, j'ai été à cette place-là. On imagine quand même celui qui entre dans la pièce en premier avec de la buée sur les lunettes, le poids, et quelqu'un qui a des vraies balles en face. Voilà, c'est quand même pas anodin. Et je pense que tout le travail qui est fait par Vétérans de France, de maintenir cette mémoire de jeunes anciens combattants vive, elle est cruciale, elle est primordiale, elle est importante, et on leur doit, et c'est pas de la science-fiction, c'est arrivé il y a pas longtemps avec des gens qui ont moins de 30 ans aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelque chose de concret, je pense, dont on doit se souvenir, dont on peut être fier. Je pense que les Français peuvent être fiers de leur armée. Si c'était à refaire, oui, je referais. J'ai aimé mon temps de lieutenant et de capitaine au 110e régiment d'infanterie. J'ai aimé mon temps de chef d'état-major et de chef de corps, quel honneur, au 1er régiment d'infanterie. J'ai un regret, vraiment, c'est que nos carrières sont ainsi faites que le temps comme colonel, comme chef de corps, est trop court vis-à-vis des hommes, mais aussi en local, vis-à-vis des associations d'anciens combattants, ça je l'ai vraiment ressenti, vis-à-vis des élus et de la population. Si un jeune venait à moi pour me demander si ça vaut le coup de s'engager, je lui dirais oui, évidemment. Attention, parce qu'en fait, les générations passent, les engagements diffèrent à chaque fois. Voilà. Mais il n'y aura pas de mauvais engagements, c'est évident. Nous avons une belle armée, on peut en être fiers. On a vraiment une richesse humaine incroyable dans nos rangs. Comme toute entité, il y a des hauts et des bas, mais charge à lui d'apporter son plus pour que ce soit dans les hauts. Je pense que les aspects de cohésion et de vie en unité sont vraiment extraordinaires. C'est magique, c'est vraiment très très fort.